Bonsoir à toutes et tous. À la une ce soir, l'élaboration de la feuille de route du Bénin dans le domaine du numérique pour les 5 prochaines années entamée ce matin à Cotonou. Le séminaire de rédaction de la stratégie nationale pour 2031 réunit des spécialistes du numérique, des financiers et des partenaires à l'invitation du gouvernement béninois. Semek-Podji comptait désormais parmi les communes bénéficiaires de marchés modernes. Le gouvernement annonce la construction du marché régional de Wessi à Ekpe pour desservir plusieurs autres localités environnantes. Les travaux démarrent sous peu, promet le gouvernement à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi. De plus de 12 000 taxis-villes mis en circulation à Cotonou il y a seulement quelques années en arrière. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. La concurrence sans merci de nouveaux acteurs de transports urbains dans les grandes villes affecte sérieusement l'activité. De rares résistants encore dans le secteur courent vers la sortie à leur tour. Le Bénin lance le processus d'élaboration de la stratégie numérique sur les 5 prochaines années. Le document de prospective à l'horizon 2031 va définir clairement la feuille de route du pays dans un élan de consolidation des avancées enregistrées ces 10 dernières années. Le séminaire stratégique de conception s'est ouvert à Cotonou ce matin avec des acteurs nationaux, internationaux et des partenaires. Les travaux sont organisés pour 2 jours par le gouvernement béninois et le cabinet français de Deloitte. Compte rendu à l'ouverture avec Ingrid Day et Oulia Tsanoussi. Depuis 2016, le Bénin a fait un pas de géant dans le domaine du numérique. Les nombreuses réalisations enregistrées dans le secteur en disent long. Le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, d'où l'ouverture de ce séminaire stratégique. En perspective, l'élaboration de la stratégie numérique Bénin 2031. Toute la période passée, on s'est focalisé sur l'état des lieux, on fait élaborer des constats. Et aujourd'hui, on est dans l'étape pour passer justement à la phase de projection. Donc se projeter tous ensemble. Quelle est la vision globale ? Dans 5 ans, comment on va voir le Bénin dans le secteur du numérique ? Une vision ambitieuse que partagent partenaires techniques et financiers, diplomates et acteurs de l'écosystème du numérique. Leur mission à ces assises, définir la vision, les orientations et les initiatives stratégiques pour les 5 prochaines années. Récemment, le score de 0,863 au GovTech Maturity Index du Bénin place notre pays dans le groupe des pays à maturité numérique significative. Et cependant, malgré ces acquis, nous savons qu'il y a encore des défis. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un Bénin qui rayonne également à ce niveau-là. Nous voulons que notre stratégie ouvre le champ des possibles, tous les possibles. Nous n'avons pas de limitation. Et donc, il est essentiel d'identifier les liens manquants aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Le projet en étude à cette rencontre a démarré en novembre 2025. Passé cette étape, les parties prenantes ont encore jusqu'au mois d'avril prochain pour sortir le plan stratégique opérationnel du développement numérique du Bénin. Dans la perspective de la mise en service de la cité administrative d'Arrosoubeta, le gouvernement décide de bitumer le côté ouest du tronçon de route entre la cité et le carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. La décision de contractualisation pour ces travaux d'aménagement a été prise en Conseil des ministres hier. Cette section de voie qui relie la cité au carrefour Tokan sur l'axe Calavi-Kota, Révier-Kokokodji doit être en bon état avant l'achèvement des travaux de construction de la cité administrative prévus pour cette année même. Je vous invite à suivre les précisions de Wilfried Léandre Rungweji, porte-parole du gouvernement, dans son traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. C'est une infrastructure marchande de grand standing qui s'inscrit dans le vaste programme de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux, dont la finalité est de doter les communes d'équipements modernes et fonctionnels. Le projet contribuera conséquemment à l'accroissement notable des recettes de la commune et à créer plusieurs emplois connexes liés à son fonctionnement. Les travaux à réaliser prennent en compte la construction des halles, des boutiques, des magasins et hangars, de même que la viabilisation et la mise en place des services, des aires de stationnement et autres commodités d'accompagnement. C'était la Semek-Podji qui va bientôt disposer d'un marché régional comme l'a décidé le gouvernement. Le projet de construction du marché de Wessi
à Ekpe qui va bientôt rentrer dans sa phase active. On retrouve maintenant le Conseil des ministres dans son point sur la route liant la cité administrative d'Akhosoubeta au carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Les travaux visent à faciliter la circulation vers ce pôle administratif au regard du trafic important que devrait générer son ouverture au public. Ils comprennent l'aménagement en revêtement bitumineux du tronçon sur 2,26 km avec une emprise de 20 mètres, une chaussée bidirectionnelle, soit en 2 fois une voie, et des ouvrages d'assainissement connexes. La construction d'un collecteur enterré de 200 x 200 sur un linéaire de 1,36 km pour le drainage des eaux vers l'exutoire de Toba. La mise en place d'équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques. La plantation d'arbres d'alignement et l'aménagement des espaces verts. En autorisant leur réalisation, le Conseil a, par la même occasion, marqué son accord pour que les cabinets retenus en assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d'ouvrage délégués. Après les échos du conclave gouvernemental de cette semaine, les Béninois se retrouvent dans le document de planification stratégique Vision Bénin 2060 à l'AFIA, lancé mardi par le chef de l'État. Ils apprécient l'ambition qui est celle de porter des orientations prenant en compte tous les secteurs d'activité pour le développement du pays. Il revient à chaque citoyen de se battre dès maintenant pour que la concrétisation de ce rêve soit bien au-delà des attentes. C'est une boussole qu'il convient de suivre rigoureusement au dire de ces Béninois approchés à Cotonou et environ. On les écoute. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, pendant ces 10 dernières années, a posé les fondations d'un développement réel de notre pays, développement dans presque tous les secteurs d'activité. Et quand vous voyez dans le document, vous allez voir que chaque secteur d'activité est impacté, chaque secteur d'activité est touché. Et d'ici 35 ans, on peut rêver d'avoir ou d'être dans un pays économiquement prospère et socialement stable. C'est une bonne chose d'avoir pensé à cette deuxième génération de documents de planification stratégique de notre développement. Donc, à la suite de la vision Bénin à l'AFIA 2025. Et sur l'opportunité, je pense que c'est une bonne chose. Il faut se planifier, il faut s'organiser, il faut prévoir son avenir et se battre pour que ces objectifs fixés, ces objectifs de développement fixés puissent être atteints dans le délai. Ce n'est pas qu'un document, c'est les Béninois qui ont été interrogés et on a demandé aux Béninois quel Bénin vous souhaitez avoir d'ici 35 ans. Et les Béninois ont dit qu'ils souhaitent avoir un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. La vérité, c'est qu'il nous revient à nous tous, à chaque citoyen, de se battre pour que nous puissions atteindre cet horizon-là que nous nous sommes fixés. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous envoyer, ce n'est pas un cadeau qui va nous descendre du ciel, non. C'est ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à atteindre cet objectif-là, cette vision. Il faut retenir que ce document stratégique est porté par une loi adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2025. C'est le résultat d'un travail participatif et rigoureux qui repose sur 4 piliers fondamentaux: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement culturel et international. Sur les 34 prochaines années, les dirigeants sont appelés à s'en inspirer pour la mise en œuvre des différentes politiques publiques. On va écouter une fois encore les réactions des citoyens à ce sujet. Si la vision peut permettre déjà à ce que, à cet horizon de 2060, le pays soit bien gouverné, qu'il y ait de l'équité et de la justice, que l'éducation est de bonne qualité et que vraiment la formation permet aux citoyens sortis des centres de formation de pouvoir bien s'installer et de servir dans son domaine
avec compétence. Je crois que l'objectif du syndicaliste que je suis aurait été atteint. En tant que jeunes, que devons-nous faire? C'est de soutenir la dynamique. Voilà une dynamique qui nous prend en compte. Voilà une dynamique qui accorde une place de choix à la jeunesse. Et donc, en tant que jeune, il faut soutenir cette dynamique-là. Le grand gagnant encore de la gouvernance qui va arriver, ce sera la jeunesse, parce que nous sommes la frange la plus importante de la population. Et à partir du moment où nous avons été pris en compte dans l'élaboration de ce document, je pense qu'il faut accompagner la mise en œuvre de ce document pour que nous puissions véritablement en bénéficier. Et il y en a qui ont du capital et qui ne savent pas dans quel domaine investir. Ils iront prendre ce document, ils vont voir là où nous allons et ils sauront dans quel secteur ils pourront investir. Ça, c'est le privé. Ensuite, les ONG également doivent prendre ce document et aligner leurs activités et leurs actions sur ce que le Béninois veut que le Bénin soit en 2060. Le Bénin dit qu'à l'horizon 2060, le Béninois dit voilà le Bénin qu'il veut. Moi, en tant que partenaire technique et financier, qui veut contribuer au développement du Bénin, je dois aller prendre ce document et aligner mon assistance ou mon aide sur cette volonté des Béninois là. Zones humides et pratiques traditionnelles, célébrer le patrimoine culturel, voilà le thème de la Journée mondiale des zones humides 2026, célébrée ce mercredi au Bénin. Les différents intervenants dans la chaîne de protection de l'environnement se sont retrouvés à Cotonou pour s'informer sur l'importance des pratiques endogènes dans la protection et la sauvegarde de l'environnement. Ils réfléchissent aussi à la coexistence de ces pratiques avec des réalités modernes pour des cadres de vie bien intégrés. Voici les précisions de Virgile Achodeyan. Le thème de la Journée mondiale des zones humides, édition 2026, zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel invite les différents acteurs à reconnaître les pratiques endogènes comme facteurs déterminants dans la sauvegarde de l'environnement. Ce thème n'est pas anodin et nous invite à porter un regard nouveau, mais surtout respectueux sur l'héritage culturel et écologique de notre pays. D'où sa centralisation au sein même de la thématique qu'est le développement durable. Développement durable, c'est respecter ceux qui nous ont précédés et pousser les générations à venir à conserver ce que nous pouvons leur laisser. La célébration de cette journée est donc une invitation à bâtir des passerelles solides entre savoirs ancestraux, savoirs dits traditionnels et approches scientifiques, entre tradition et innovation, entre anciens et nouveaux ou bien anciens et jeunes. Dans le contexte béninois, les zones humides constituent, en dehors d'être des écosystèmes naturels, des espaces de vie, de civilisation, de spiritualité, de transmission et de régulation sociale gérés depuis des générations grâce à des pratiques traditionnelles avérées. Et de par sa politique de renforcement des capacités des collectivités locales, de promotion de la participation communautaire et de valorisation des connaissances locales comme outil de gouvernance et de gestion environnementale, l'Agence béninoise pour l'environnement intégrait déjà ces pratiques endogènes dans les mécanismes modernes de gestion de l'environnement. Son défi à l'heure actuelle sera donc plus que jamais de travailler à la restauration de ces pratiques de protection et de sauvegarde qui tendent à être reléguées au second rang à cause des effets de la modernisation. Améliorer l'hygiène publique et offrir des solutions durables aux populations du 13e arrondissement de Cotonou, c'est l'un des défis majeurs de l'ONG Bénin Ville Propre et ses partenaires. Un joyau construit qui est en phase de finition va être bientôt accessible. C'est le fruit des efforts de salubrité menés grâce à un challenge qui a mis en compétition les 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Teddy Goudalo est allé faire le constat. Voici son reportage. Ce modèle de toilette publique implanté ici dans le 13e arrondissement de Cotonou est l'aboutissement d'un travail rigoureux en matière de salubrité. Il constitue la récompense du challenge d'assainissement initié par l'ONG Bénin Ville Propre, une compétition qui a mis aux prises les 13 arrondissements de la ville de Cotonou autour des bonnes pratiques d'hygiène et de propreté urbaine. Nous avons eu le premier prix qui nous donne ce joyau que vous avez vu derrière nous, qui n'est pas encore terminé. Et ils sont en phase
de la finition. On a fait Ouidah ville propre, on a fait Cotonou ville propre, on vient de finir Calavi ville propre. Et Cotonou, c'était vraiment une grande expérience. Et nous remercions le maire du Quatrepo et nous remercions vraiment tous les participants, les CIA qui ont participé énormément à ce concours. Et le gouvernement, semblait le ministère de cadre de vie, et semblait la SGDS et tous les partenaires qui nous accompagnent modernement avec le financement, l'accompagnement même moral et physique, nous ont vraiment soutenus pour qu'on puisse aller très fort. L'objectif est clair. Offrir aux populations une infrastructure d'hygiène accessible, attrayante, fonctionnelle et adaptée aux besoins du milieu. Selon le responsable du projet, l'inauguration officielle de cette toilette publique est imminente, signe de l'aboutissement d'un processus conduit avec méthode. Ce joyau que vous voyez actuellement derrière nous, ça a été financé par de gros partenaires qu'on appelle la SIAB et Batimat, et tout le reste des partenaires aussi qui ont participé. Et le gouvernement a des bons plans, de bonnes initiatives. Nous n'allons pas nous rester à marge. Que ce soit citoyen béninois, n'importe qui n'est pas dans le gouvernement peut avoir cette initiative que l'État peut l'accompagner. Ensuite, c'est ça que nous avons mis ça en place. Donc, on peut dire le gouvernement, la mairie de Cotonou, l'ONG apporte l'initiative et les partenaires financent. À travers la mise en service de cette toilette publique, l'ONG Bénéville Propre, en collaboration avec ses partenaires, entend lutter efficacement contre les pratiques d'aisance à l'air libre et améliorer durablement l'hygiène publique dans le 13e arrondissement de Cotonou au bénéfice du cadre de vie des populations. On le précise, ce constat sur les toilettes publiques que vous venez de suivre est un droit de réponse des responsables du projet suite au précédent reportage diffusé dans nos éditions antérieures. Eh bien, dans le secteur des transports, les taxis-villes, traditionnellement de couleur vert et jaune, sont en voie de disparition. Faites juste un tour en ville sur les grandes artères de la métropole et vous allez le constater. Ils se comptent désormais au compte-gouttes. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est l'envahissement de nouveaux acteurs dans l'activité, non pas par vocation, mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis-villes ne gagnent plus grand-chose et ne pouvant pas supporter la concurrence, disparaissent simplement de la circulation. Le reportage que je vous invite à suivre à ce sujet est une production de Virgile Arrodéon, Justin Barriga et Simon Roulon. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Topa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissables à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Topa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis-villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis-villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis vivent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxi-ville de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassounon, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner.
Ne sachant plus quoi faire, d'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa-Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonois. Voilà, ce reportage sur la disparition progressive des taxis jaunes est la première d'une série que vous allez découvrir dans nos prochaines éditions. On finit en parlant droits de la femme au Bénin. À l'Institut national de la femme, 2025 a été une année de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les moyens pour s'en prémunir ou réclamer réparation. En milieu scolaire, universitaire, comme dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage, l'institution a outillé les jeunes femmes de toutes les contrées du Bénin. Bilan de l'an dernier à l'INF avec la présidente Huguette Bopenya-Kadja au micro de Oulia Tsanoussi et Jocelyn Bariga. En 2025, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation aux droits ainsi que la sensibilisation sur les questions de violence basées sur le genre et comment, quand on est victime de violence, comment saisir l'Institut national de la femme, bénéficier de sa protection, de son accompagnement, et y compris d'une assistance judiciaire, d'une assistance psychologique. Nous l'avons fait auprès des jeunes femmes qui sont en apprentissage, parce que nous savons bien que la vie professionnelle, quand elle commence, si elle n'est pas basée sur une santé mentale, une bonne santé mentale, la connaissance de ses droits et la conscience quand, par exemple, on est en train d'être victime d'un harcèlement sexuel, la conscience que, justement, c'est ce qui est en train de se passer. Toutes ces choses-là ont fait l'objet de nos préoccupations et nous avons veillé à ce que les jeunes femmes qui font leur entrée dans la vie professionnelle soient bien au parfum de ces réalités-là. Nous sommes allés également beaucoup dans les lycées techniques agricoles, dans les universités, pour faire de la sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel. Donc, je vais dire en gros, on a fait une grosse campagne sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu d'apprentissage professionnel. L'année a également permis à l'Institut national de la femme de gagner la confiance des chefs traditionnels, coutumiers et religieux grâce à des accords conclus au détour des tournées départementales de l'INF. Ces autorités morales se sont engagées à promouvoir le respect des droits des femmes en accompagnant l'INF dans sa mission. Suivons la présidente à propos. Une activité également très importante que nous avons menée a été de rallier les leaders religieux et traditionnels à notre cause, ce qui m'a conduite notamment à faire une tournée départementale auprès des rois, auprès des évêques, auprès des chefs religieux et traditionnels de manière générale dans les différents départements, pour sceller avec eux un accord sous la forme d'un document que nous avons signé, un accord par lequel ils se sont engagés à... C'est vrai que c'est un engagement mutuel, bien sûr. Ils se sont engagés à veiller à ce que les violences faites aux femmes ne restent pas, aux filles et aux femmes ne restent pas impunies. Ils se sont engagés munis des armes que nous leur avons données, les armes juridiques que nous leur avons données, à savoir désormais comment, quand ils reçoivent des plaintes, parce qu'ils en reçoivent également, comment les gérer, les mettre en relation avec nos points focaux communaux et nos antennes départementales pour que quand ils sont dans des situations de saisine pour des plaintes de ce genre, qu'ils sachent comment les orienter vers les représentantes de l'Institut national de la femme au niveau local. Et avec eux, nous avons vraiment eu des conversations très intéressantes parce que nous aussi, de notre côté, nous avons engrangé beaucoup de connaissances sur les coutumes, les traditions, les principes religieux, y compris les principes liés à nos cultes endogènes qui promeuvent les droits des femmes et surtout qui disent non à la violence à l'égard de la femme et de la fille.
Ce journal s'achève, mais l'actualité se poursuit sur nos antennes, ici sur Canal 3, Bénin. À 20h, c'est l'info continue avec Wahabali Para et ses invités. Dr Damien Rwandokon, analyste politique, membre de l'UP Le Renouveau, et Stanislas Amoua, journaliste. Le thème ce soir, vie interne des partis politiques. Le BR suspend Bertin Koroville. Merci de toujours nous rester fidèles.